de manière générale, qu'est-ce qu'une licence pour un club? Pourquoi un club doit-il en avoir une? C'est un système qui a été mis au point pour ne pas justement qu'il y ait des catastrophes qui surviennent dans le football belge en termes financiers. Et donc, la commission des licences est une commission qui émane de la Fédération belge de football. Je pense qu'elle est composée de 10 membres qui sont des jurys, enfin d'une liste de 10 personnes, des juristes, des avocats, des réviseurs de l'entreprise. Et donc, les clubs reçoivent un courrier vers le mois de janvier chaque année et ils ont une véritable checklist à satisfaire. Donc, ils doivent prouver qu'ils sont en ordre à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune dette fédérale, c'est-à-dire à l'égard de la Fédération belge de football, mais aussi à l'égard de l'ONEM, de l'ONSS, de la TVA, qu'il n'y a pas de retard de paiement de factures à des fournisseurs, à des créanciers. Et alors, tout le monde renvoie son dossier à M. Van Brantegem, qui, alors, dans un temps que je trouve assez record d'ailleurs, avec seulement 2 assistants, consulte tous les dossiers et émet un avis positif ou négatif. Si l'avis est négatif, il demande un complément d'information et alors les clubs sont convoqués pour certains d'entre eux devant la commission des licences que j'évoquais il y a quelques instants. Depuis 2 ans ou 3 ans, il faudrait vérifier, ils sont beaucoup plus exigeants. C'est-à-dire qu'ils sont très insistants sur le principe de la continuité financière du club. Un petit peu dans l'esprit de ce que l'UEFA a instauré avec le fair play financier. Donc il ne faut pas que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens. En fait, l'idée sous-jacente de tout cela, c'est celle-là. Parfois, ça coince devant la commission des licences, et ça a été spectaculairement le cas cette année-ci, puisqu'il y a 3 clubs de D1, dont le Standard, qui ont été recalés par la commission des licences, 4 clubs de division 1B, et de mémoire, 3 clubs de division 1 amateur. Ce qui veut dire que sur les 40 clubs impactés, globalisés, ça faisait quand même 10 clubs impactés. Donc ça veut dire que 25% des clubs n'ont pas reçu leur licence, ce qui est énorme, et à mon avis inédit de l'histoire du football belge récent. Et donc, tous ces gens n'ont plus qu'un seul recours dans la procédure, c'est de se pourvoir devant la CBAS, la Cour belge d'arbitrage pour le sport. Et là, normalement, c'est le dernier recours, c'est la dernière étape de la procédure, puisque les jugements de la CBAS sont réputés être exécutoires et définitifs, ce qui veut dire que derrière cela, en principe, il n'y a plus aucun recours. Je dis en principe parce que je sais que parfois que certains clubs ont des velléités d'aller devant des procédures de juridiction civile, ce qui est interdit par le règlement de la Pro League, la Ligue professionnelle de football, puisqu'il y a un gentleman agreement, comme quoi on ne s'attaque pas devant les tribunaux. Virton a décidé de ruer dans les brancards, lui, puisque le club conteste le fondement même du système de licence, dénonçant une position d'abus dominant de la part de la Fédération belge de football. Ils vont aller devant la CBAS en disant « nous ne sommes pas d'accord avec le système tel qu'il fonctionne actuellement », donc ils vont le contester sur le fond, sur la forme, puisqu'ils vont se battre pour obtenir leur licence. Et ils ont déjà annoncé, ce que je trouve assez harakiri, qu'ils allaient aller devant l'autorité belge de la concurrence, parce que pour eux, c'est une concurrence déloyale, puisque selon des critères extrêmement arbitraires, on donne la licence à certains et pas à d'autres. Et je crois que le cas échéant, eux, ils iront devant les juridictions civiles s'ils n'obtiennent pas la licence. Et justement, vous, donc au vu de ce que Virton dénonce, donc beaucoup de discrimination selon eux dans la prise de décision entre les clubs, est-ce que selon vous, il y en a ou alors oui. Il n'y a pas vraiment... Oui. Oui, je pense qu'il y en a. Je pense que moi, de mon point de vue, parce que j'ai quand même bien étudié les dossiers, je ne comprends pas comment Anderlecht a pu obtenir sa licence, puisque dans le règlement, il est marqué qu'une personnalité juridique ne peut exercer une influence notable sur un autre club, et qu'on ne peut pas avoir non plus une personnalité juridique liée au club qui soit agent de joueur. Et à Anderlecht, on sait qu'il y a un agent de joueur qui est très influent, qui est Wouter van den Hout, qui est un peu le conseiller spécial du président Cook. Alors, dans les attendus qu'on peut consulter sur le site de l'Union belge, c'est ça qui est bien, quand même, ils jouent la transparence, vous avez tous les attendus de la commission des licences, ils estiment en plusieurs phrases un peu sibyllines, je trouve, que Van den Hout n'exerce aucune influence dans l'exécutif du club. Moi, j'apprends mes informations, c'est inexact, mais bon, on est vraiment dans le domaine de l'arbitraire. En revanche, on est beaucoup plus dans le domaine de paramètres objectifs dès lors qu'il s'agit du dossier d'Ostende, puisque on peut considérer raisonnablement que Cook exerce une influence non seulement notable, mais de mon point de vue décisive sur Ostende, puisque c'est la créance d'Ostende à son égard qui n'a pas réussi
à faire aboutir la revente du club, la vente du club à un groupe de repreneurs américains, même si je viens d'apprendre cet après-midi qu'apparemment ça va s'arranger comme par hasard et que Coupe va mettre de l'eau dans son vin, comme ça Ostende va avoir sa licence et que tout le monde sera content. Mais je pense que normalement, au vu du règlement, Anderlecht n'aurait pas dû avoir sa licence et c'est pour ça qu'un club comme Virton a décidé de mener un combat tel qu'on le voit. Mais il y a un autre club, par exemple, on peut voir que Anderlecht a bon, clairement un gros capital, a quand même beaucoup d'argent, mais il a aussi énormément de dettes à rembourser, mais lui a reçu sa licence. Alors qu'à côté de Ben, ça, on a oui, par parce exemple que... Oui, allez-y. alors qu'à côté de ça, on a le Standard qui, par exemple, a bon, un moins gros capital, mais a moins de dettes, et lui n'a pas reçu sa licence. Donc, est-ce que pour vous, il n'y a pas une sorte de deux poids, deux mesures dans la prise de décision pour les licences? De ce point de vue-là, à mon avis, non, parce qu'on en revient au fameux principe de continuité et de garantie financière. Évidemment, Mark Cook, il a une fortune énorme, puisque rien que la revente d'Omega Pharma lui a rapporté plus d'un milliard d'euros net d'impôts. En revanche, le Standard a été un peu imprudent, pour ne pas dire amateur, dans sa gestion du dossier des licences, puisque le seul moyen pour le Standard la saison prochaine de se remettre à flot financièrement, c'est-à-dire de combler le trou de 14 millions, c'est de vendre le stade. Bon. Donc, ils ont imaginé une opération parfaitement légale au demeurant de vendre le stade de la société Standard de Liège vers une nouvelle société immobilière du Standard de Liège, si ce n'est que le Standard, de façon incroyable, n'a pas présenté devant la commission des licences les liquidités de cette société immobilière. Donc, je comprends parfaitement la décision de la commission des licences. Mais est-ce que, selon vous, vous croyez en une saison sans le Standard en D1A, ou alors justement en une saison Et, avec le Standard, mais en D1, en moi, D2 amateur? je pense, quand je lis ça, je ne comprends pas que certains journalistes écrivent ça. Je pense que le fait que le Standard ait le Standard à 23 000 abonnés et est en division 1 depuis 1921, ça n'a aucune importance. Si on rend le droit comme doit le rendre le CBS, la seule chose qui compte, ce sont les garanties financières pour la saison prochaine, que vous soyez le Standard ou un tout petit club. Donc si le Standard n'a pas cette possibilité-là pour des raisons X ou Y, c'est le président Venanzi qui se portera garant sur son patrimoine mobilier et ou immobilier. Donc je pense que le Standard aura sa licence, mais ce ne sera qu'une emplâtre sur une jambe de bois, puisque je rappelle deux choses, c'est que par définition, un stade, ça ne se voit qu'une fois, donc c'est un one-shot. Et d'autre part, je m'appuie sur les chiffres de Venanzi lui-même lors d'une conférence de presse informelle il y a quelques mois, où il avait déclaré que le projet immobilier du standard du stade de Skessin New Look, ça allait coûter 80 millions d'euros. Donc c'est un gros projet immobilier. Donc une chose est de financer l'achat du stade, mais autre chose sera financer les travaux. Donc je pense que le standard n'est pas sorti d'affaires sur le moyen terme et qu'à mon avis, ça passera immanquablement par l'arrivée de nouveaux partenaires et donc de nouveaux actionnaires. Dans le football belge professionnel, bon, bah, il y a quand même beaucoup d'investisseurs étrangers. Et du coup, ça amène forcément beaucoup d'argent. Et l'obtention des licences, c'est justement, comme vous l'avez dit, un gros point, une grosse partie de garantie financière. Et on peut voir du coup que, encore une fois, avec Ostende, on a un investisseur américain qui pourrait reprendre le club et ainsi le sauver. Mais à côté de ça, on a aussi Moucron qui avait une garantie, on va dire, d'investisseur avec son investisseur thaïlandais, mais qui n'a plus l'air de donner trop signe de vie quant à son renouvellement d'investissement ou non. Donc pour vous, est-ce que les investisseurs étrangers sont une solution pour les clubs belges ou alors au contraire un piège à court ou à long terme? Bon, je pense que c'est un piège. On sait pourquoi ils viennent, parce que bon, ils ont des avantages fiscaux. On a quand même à chaque fois des gros soupçons de blanchiment d'argent, il faut bien le dire, parce qu'on se demande pourquoi une Chinoise intéresse à Roulers. Bon, ouais, et puis, ou des Coréens Tubis. En général, ça se termine pas bien. Hein. Bon. Et ils viennent aussi parce qu'ils ont des avantages fiscaux. Ils peuvent aligner des joueurs même extra-communautaires sans limite. C'est un avantage par rapport à d'autres compétitions. C'est une bonne petite vitrine. On va dire que les investisseurs étrangers ne sont pas forcément une solution pour un club, même s'ils n'ont pas reçu leur licence. C'est pas... Non, ce n'est certainement pas une solution. C'est une solution par défaut. Mais le problème, c'est alors qui va investir? Parce que des hommes d'affaires. Alors, moi, je ne vois qu'une solution, c'est un consortium d'hommes d'affaires qui investit dans un club belge, parce que on voit quand même bien, à l'analyse historique, si j'ose dire, que les investisseurs étrangers, en général, s'affoirent, et qu'un club repose sur une seule personne qui doit tout le temps aller à la poche, qui devient finalement une sorte de mécène ou de philanthrope. Ben, on apprend aujourd'hui la faillite de Lokeren, même s'il n'était plus là, mais c'est M. Lambrecht
qui a supporté financièrement tout ce club pendant des années. Bon, il avait beau avoir une grosse fortune, il y a laissé beaucoup. C'est-à-dire que le problème, c'est que ça devient compliqué d'investir dans le monde du foot parce qu'on sait que dans le monde du foot, on ne gagne pas d'argent. En général, on en perd en Belgique. Et je répète, avec le contexte actuel, ça va encore devenir plus compliqué. Donc, j'ai quand même quelques craintes pour de nombreux clubs belges sur le court terme. Et je vous ai dit, Venanzi tout seul, à mon avis, n'y arrivera plus au standard financièrement. Cook, ben, lui, il a les reins très solides, donc c'est un cas un petit peu à part. Mais ailleurs, c'est un peu du cas par cas. Et globalement, je ne suis pas très optimiste.